Quand j'ai commencé, ça m'a marqué, je n'avais qu'une idée générique de ce dont je voulais parler. C'est avec ces idées que j'ai fait mon introduction, tout en sachant parfaitement que je ne pourrais pas tous les faire, car je n'étais pas sûre d'avoir le matériel pour. Mais qu'importe, me disais-je, au moins ça montre le genre de sujet qui m'intéresse. Mais bon, 12 sujets montrés dans ma vidéo d'introduction, 12 vidéos prévues, une par mois pendant un an, ça rendrait bien, hein. Bon, déjà j'ai passé 2 mois parce que parfois mes idées étaient bien trop ambitieuses pour être faites en un seul mois. Ensuite, j'ai parfois parlé de sujets qui n'étaient pas du tout dans mon intro, comme les carnets de l'apothicaire ou Has-Been Hotel, et c'est bien sûr sans oublier DBZA qui faisait doublon avec DBZ. En fin de compte, je suis là à la 12e vidéo à regarder cette intro et à me dire, quand même, il y a 4 sujets dont je n'ai pas parlé ici. Et certes, cette 12e vidéo n'est pas la fin des Ça m'a marqué, mais c'est la fin des Ça m'a marqué réguliers. À partir de maintenant, les épisodes sortiront quand j'aurai une soudaine inspiration et envie, comme mes vidéos sur la traduction ou les livres, etc. Donc c'est tout de même la fin d'un cycle. Et j'espère bien que les sujets de l'intro que je n'aurai pas abordés viendront un jour ou l'autre. Mais du coup, pour conclure ce cycle, je voulais tout de même aborder un de ces sujets de l'introduction, et je voulais un peu revenir à la base, comme avec Golden Sun. Une simple vidéo où je présenterai quelque chose, dirai ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je changerai. Et il n'y avait qu'un seul sujet parmi les 4 disponibles qui allait me permettre de faire ça. Servamp est un sujet pour lequel j'ai déjà trouvé mon angle d'attaque, mais celui-ci serait trop particulier pour qu'il fasse une fin de cycle satisfaisante, je trouve, et vu qu'il impliquerait pas mal de négativité, je n'avais vraiment pas envie de finir là-dessus. Avatar est une de mes séries préférées, mais je ne lui ai toujours pas trouvé d'angle d'attaque qui n'ait pas déjà été vu et rata vu. Kingdom Hearts, comme je le disais déjà dans ma FAQ, est une saga très chère à mon cœur, mais pour laquelle je n'ai ni angle, ni vidéo utilisable pour illustrer. En revanche, la seule raison que j'aurais eu de ne pas parler d'Octopath Traveler 2 était que j'ai déjà fait une longue revue à son sujet il y a une grosse année, et n'ai pas beaucoup changé d'avis. Mais ça fait quand même un an. Voyons ce qui a changé, et si je peux être concise cette fois. Octopath Traveler 2, donc, c'est mon GOTY 2023. Dans une année qui a vu Baldur's Gate 3 et plusieurs autres AAA incroyablement populaires, le jeu qui m'a séduite a été la suite de l'héritier spirituel de Final Fantasy VI, un FF qui ne m'a pourtant jamais trop marqué, et ce n'est pas un tort, ce n'est juste pas mes préférés, chacun ses goûts. Je vous rappelle que la plupart des fadas de FF n'ont même jamais joué à mon FF préféré, donc on se calme tout de suite. Octopath Traveler 2, sorti début 2023, est une plus ou moins suite d'Octopath Traveler premier du nom. Plus ou moins car ça se passe dans un autre monde à une autre époque, et les seuls liens entre ces deux univers sont qu'ils ont 8 dieux en commun et qu'il semblerait qu'il existe un passage entre les deux. D'ailleurs, si on en croit les indices du jeu, celui-ci se passerait en réalité bien avant Octopath 1, alors que Solistia est bien plus avancé technologiquement qu'Orstera, le monde du 1. Pourquoi je vous raconte tout ça? On est déjà mal barré en termes de concision. Bref, pour des soucis de concision, justement, on va arrêter immédiatement toute comparaison avec le 1, car vous savez sans doute qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime tant ce jeu, c'est qu'il a tout amélioré par rapport à son prédécesseur. Sur ce, parlons du jeu en lui-même. Dans Octopath Traveler 2, nous pouvons choisir entre 8 voyageurs, chacun ayant un travail, leur classe principale, différent. Et bien entendu, un scénario différent également. Néanmoins, il est assez fortement recommandé de faire les histoires de tout le monde, sinon vous vous privez d'une immense partie du jeu, croyez-moi. Présentons rapidement ces personnages. Hochette, la chasseresse, est une bestia en quête de 3 créatures légendaires afin de protéger son île d'une tragédie qui a lieu tous les 400 ans. Elle est très choupie, même si sa moralité n'est pas entièrement humaine. Elle peut capturer des Pokémon, enfin des monstres, et soit les utiliser au combat, soit les cuisiner. Elle peut également attaquer les gens avec ses monstres ou inciter ces gens à la suivre en leur donnant à bouffer. Castille l'apothicaire est une dame amnésique d'une belle lassitude sans nom dont l'objectif est de découvrir qui elle est. Très calme et gentille, elle est d'une autorité indéniable et rien ne peut l'arrêter quand elle décide quelque chose, mais elle a aussi un certain humour. Elle est la seule à pouvoir utiliser des tas de plantes, qu'on trouve un peu partout dans le jeu ou en affrontant ses ennemis, pour soigner, buffer, attaquer, débuffer, etc. En fait, elle peut absolument tout faire avec. Elle peut également discuter avec les gens pour découvrir leur petite vie et en tirer des avantages, et la nuit, elle peut les endormir avec des herbes s'ils lui bouchent le passage par exemple. Srony la voleuse a pour objectif de trouver les chefs de son gang et de les tuer pour récupérer les clés qui lui permettront de retirer le collier qui la désigne en tant que membre du gang. Elle est sexy et ténébreuse, mais aime les trucs mignons, elle est la seule à disposer d'une attaque de ténèbres de groupe du jeu, à part Castille, et buff l'équipe automatiquement de nuit. Elle peut voler des trucs aux gens, même ceux dont ils ne veulent pas se séparer, et assommer les gens s'ils lui bouchent le passage. Encore, ouais, je sais, mais vous seriez surpris du nombre de fois où ça arrive. Oswald, l'érudit, est un ancien proviseur de maths accusé d'avoir tué sa femme et sa fille et donc envoyé au bagne où il passe 5 ans avant de réussir à s'enfuir dans le but de retrouver le véritable assassin et se venger de lui. Il est taciturne et très sérieux, mais il y a un côté nerd et papa gâteau qu'il cache plus ou moins bien.
Il détermine au moins une faiblesse de chaque ennemi chaque fois qu'il arrive dans un combat, débloque un sort de magie qui tapera toujours sur ses faiblesses, et il peut aussi bien observer les gens jusqu'à déterminer toute leur petite vie comme Casti, que les attaquer pour leur voler leur possession. Je vous jure qu'on est les gentils. Enfin, je crois. Particio le marchand est un cow-boy. Plus sérieusement, c'est le fils d'un marchand d'argent dans une ville qui a subi de plein fouet les sévices du capitalisme. Particio décide donc de partir en voyage pour mettre fin à la pauvreté. Il est enthousiaste, toujours optimiste et sympathique et un rayon de soleil, il peut obtenir des avantages au cours des transactions en fonction des gens avec lui, peut acheter les possessions des gens ou encore les embaucher pour qu'ils l'accompagnent. Il a également un certain nombre de quêtes annexes uniques qui peuvent énormément apporter au gameplay ou à l'univers. Agnea, la danseuse, est une petite cambroussarde qui rêve de devenir une grande vedette comme sa mère. Elle part donc en voyage dans ce but et se fait tout plein d'amis. Elle est joyeuse, maladroite, toute mignonne et profondément badass. N'oublions pas qu'une de ses attaques de base la fait mettre un coup de pied magistral avec des talons aiguilles. Agnea est la seule à pouvoir faire une attaque de de groupe, à part Casti. Ses danses peuvent gagner des effets bonus en fonction des gens avec elle, elle peut convaincre les gens de l'accompagner et être si mignonne que les gens lui donnent ce qu'ils ont sur eux sans discuter. Téménos, le prêtre, est un Sherlock Holmes particulier qui cherche à découvrir qui a tué le pontife, la seule personne en qui il avait encore confiance. Il est fourbe, irrespectueux et d'une certaine froideur malgré ses sourires, mais ce qu'il veut avant tout, c'est la vérité. Il possède une magie unique au jeu, débuffe les ennemis la nuit, et le jour il peut inviter des gens à le suivre, tandis que la nuit, il les tabasse pour obtenir leur petite vie et info. Je vous jure qu'on est les gentils. Si. J'ai peut-être pas mentionné qu'il était inquisiteur par contre. Pour finir, Hikari, l'épéiste, est le prince héritier du royaume guerrier de Keu. Exilé par son frère aîné, qui a tué leur père et incendié leur royaume, car sinon la population aurait préféré suivre Hikari, qui veut en finir avec la violence et à toute leur confiance, le jeune prince décide de retrouver ses amis éparpillés aux quatre coins du monde pour sauver son peuple. Sauf que ses amis sont à chier. Voilà, c'est dit. Hikari, lui, est un véritable ange, il est très sérieux, mais il y a également une certaine naïveté innocente au fond de lui, et il souhaite plus que tout éviter d'avoir à verser le sang. Il peut apprendre les techniques des gens qu'il affronte en duel, et au passage les assommer s'il lui bouge le passage. Et la nuit, il peut les payer pour tout apprendre sur leur vie, et c'est pour ça que je suis toujours ruinée dans ce jeu. Chacun de ces personnages peut utiliser la classe des autres en classe secondaire. Mais tout ce que je viens de vous énumérer est unique et ne pourra jamais être fait par les autres, même s'ils prennent leur classe. Ce qui fait qu'ils resteront toujours indétrônés dans leur classe originelle. Ensuite, parlons rapidement du monde. Solistia est composé de 2 continents, à l'ouest et à l'est, ainsi que quelques petites îles éparpillées. Il vous faudra d'ailleurs, avant de débloquer le quick travel, utiliser un bateau pour vous rendre d'un continent à l'autre au début. Chaque personnage débute dans un biome qui comprend 3 villes. Oshet commence au village de Kenomo, sur l'île de Tosowara, un biome plutôt tropical qui comprend également la ville de Trop Hop et le village sans nom. Casti commence à Canal Salin, une petite ville portuaire et justement ce biome s'appelle Boulport. Il comprend également la crique du Belvédère, où se trouve la maison d'Oswald, et l'île d'Orok. Sroné commence à Neodelsta, dans les Terres de Lumière, qui comprennent les villes les plus modernes du jeu avec Chronorive, ville des Forbans, et l'horrible Aken. Oswald commence au Bagne, dans les Landes de Neige, mais celui-ci ne compte pas comme une ville. À la place, les 3 villes de ce biome sont Cap-Froid, Gelantèse et la maudite tour à grêle dont vous haïrez vite l'existence. Particio commence à La Rue vers l'or, vous sauvez pas, c'est littéralement le nom de la ville, une ville minière des terres sauvages qui comprennent également Crevasserie et Gravel. Agnea commence à Boisseau-Vallon, endroit le plus choupi et agréable du jeu qui nous introduira au biome de Belramé, une superbe zone forestière qui comprend également Puisseret et Bois-Bruine. Téménos commence à Flamme de Clergé, dans le biome des Grands Pics, qui est le plus joli biome du jeu. On y trouve également Buteau-Sage et Belle Colline. Enfin, Hikari commence à Keu, en Hinoeuma, un biome désertique où se trouvent également les villes de Sai et le village relais de Rieux. Bon, je vous ai très rapidement présenté le monde et les personnages. On passe à ce que j'aime ? Bon déjà, si c'était pas très clair, j'aime la plupart des scénarios et j'aime beaucoup le monde en lui-même, y compris le fait que chaque PNJ ait sa petite histoire. En matière d'histoire, j'ai une large préférence pour les scénarios de Casti et Hikari, même si je trouve ceux d'Oshet, Oswald et Téménos très chouettes aussi, même si dans le cas de Téménos, le personnage est 90% de la raison pour laquelle il marche aussi bien. Le scénario d'Agnea ne me déplaît pas, même si ce n'est pas un de mes favoris, et sans la fin de celui de Particio, je pense que je l'adorerais. Mais aussi et surtout, j'adore le scénario général et la façon dont il relie toutes les histoires ensemble. Pour résumer, nos héros forment le mot Octopass, mais chacun d'entre eux est lié par son scénario à un membre du culte de l'ombre lunaire, qui planifie la résurrection de Weed, le maléfique. Et ces personnages sont les héros de leur propre histoire. Il est donc assez fascinant de voir que si on retourne les noms des personnages, on constate qu'ils forment leur propre Octopass. C'est un détail qui peut avoir l'air abstrait, mais que personnellement, j'adore. Ensuite,
En termes de personnages, ils ont beau être assez simples pour la plupart, je trouve la plupart d'entre eux ultra chouettes. Encore une fois, Cassie et Hikari sortent du lot pour moi, mais Temenos me plaît énormément aussi. L'enthousiasme d'Agnea me met toujours de bonne humeur, et Hachette me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup leur relation aussi, car même si on ne la voit pas autant que je l'aimerais, il est très clair que ces 8 individus ont vraiment créé une relation qui va au-delà de l'amitié. Ils sont une famille de choix et très clairement se sont trouvés. Les 8 élus des dieux s'entendent bien, et chacune de ces relations semble très naturelle, nous donnant vraiment la sensation que ces gens se connaissent et s'aiment profondément. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire quand ils ont aussi peu de scènes ensemble. Ça, c'est pour l'histoire et les personnages. Maintenant, parlons du gameplay. Ce superbe jeu en pixel art commence par vous faire choisir votre protagoniste, ce qui aura 2 effets. Ce premier choix aura quelques dialogues en plus à la fin du jeu déjà, et l'autre effet c'est à quel point vous allez en chier. Pourquoi je dis ça? Mais parce que vous ne pourrez pas retirer ces personnages de votre équipe tant que vous n'aurez pas terminé son scénario individuel. Choisissez pratique. Vous pouvez vous aventurer dans le monde, techniquement parlant assez librement, mais le niveau des monstres ennemis aura tendance à garder sur des rails un certain temps pour éviter que vous n'alliez n'importe où. Cependant, même si le jeu vous guide, il ne vous oblige en rien à le respecter. J'aurais juste tendance à conseiller de le respecter. Ça fera une expérience plus plaisante pour tout le monde, je pense. En tout cas pour votre première partie. La carte indique bien les différents chemins empruntables et vous montre par où aller pour retrouver vos objectifs. Lorsque vous tenez le bateau, c'est assez similaire, vous vous promenez assez librement, mais faites attention au niveau des donjons et boss éparpillés. Quant au combat, le système est le suivant. Chaque ennemi possède un certain nombre de boucliers et de faiblesses. Chaque fois que vous appuyez sur une de ces faiblesses, il perd un bouclier. Quand il arrive à 0, il passe alors en faille, ce qui signifie qu'il ne pourra pas attaquer pendant un tour et prendra beaucoup plus de dégâts. S'il survit à ce tour en faille, en revanche, il attaquera forcément en premier au prochain tour. Vos personnages ont un certain nombre de techniques qu'ils peuvent apprendre au fur et à mesure avec des points de compétences gagnés en gagnant des combats. Certaines dépendent de leur classe de base, d'autres des classes secondaires qu'ils équipent en plus, et certaines sont juste uniques à ce personnage. On peut également noter Hikari et Hachette qui peuvent obtenir des techniques en plus grâce à leur capacité unique. D'un point de vue stratégique, à chaque tour, les personnages gagnent 1 PE. Ils peuvent ensuite concentrer jusqu'à 3 PE pour soit attaquer jusqu'à 4 fois de suite en un seul tour, soit frapper beaucoup plus fort. En revanche, utiliser ces PE signifie ne pas en gagner lors du prochain tour. Il y a donc pas mal de manipulations plutôt fun à faire à ce niveau, et il faut gérer ses priorités. Va-t-on plutôt prioriser le fait de mettre rapidement l'ennemi en faille, ou plutôt garder ses PE pour essayer d'éliminer un ennemi en faille en un seul tour? Ça dépendra des occasions, et c'est un système qui me plaît énormément. J'aime aussi beaucoup l'idée des classes secondaires, qui permettent de rendre chaque personnage plus polyvalent, ou de le spécialiser totalement dans un domaine où il sera invaincu. En général, il y a des tas de trucs à faire avec chaque personnage. Chacun d'entre eux possède également une réserve d'énergie, qui lorsqu'elle est au max, leur permet d'utiliser une technique unique qui les aidera de façon individuelle. Hachette et Hikari débloquent des attaques spéciales sur un ennemi unique ou en groupe, et Hachette possède également un debuff qui fait automatiquement perdre un bouclier à l'ennemi, alors qu'Hikari a une technique qui lui permet de réagir en fin de tour. Cassie peut utiliser ses préparations, à savoir sa technique la plus cheatée, sans dépenser un seul objet, ce qui la rend encore plus cheatée. Srodé peut de nouveau agir immédiatement, Oswald peut concentrer ses techniques de groupe sur un ennemi unique pour qu'elle lui inflige plus de dégâts, Particio peut instantanément mettre sa réserve de PE au max, Agnea peut utiliser ses techniques qui n'affectent qu'une seule personne pour qu'elles affectent tout le monde, très utile pour la buffeuse qu'elle est, et Temenos peut faire en sorte que chacune de ses attaques fasse perdre des boucliers, et c'est notamment pour ça qu'il est très utile en érudit. Bref, entre ça et la variété de techniques qu'ils peuvent apprendre, il y a des tas de stratégies envisageables et j'adore. Et pour conclure, avant que je ne m'égare davantage dans des détails, parlons de la BO. La BO d'Octopath Traveler 2 est mon OST de jeu vidéo préféré de tous les temps, et ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je l'écoute régulièrement et la mets en fond dans la grande majorité de mes vidéos, ce que vous n'aurez probablement pas manqué si vous y faites attention. Que ce soit les thèmes de personnages, tout particulièrement ceux d'Hachette, Cassie et Hikari, encore, les thèmes de zone, en particulier leur version de nuit que je trouve splendide, les thèmes de ville et tout particulièrement Crevastri et Que pour moi, la musique des combats, surtout ceux des zones intermédiaires et des combats sur l'eau, les musiques de cinématiques, que ce soit ce qu'on a sur le champ de bataille d'Hikari dans son chapitre 1, North Lament sur laquelle je peux mettre n'importe quelle scène triste et instantanément la rendre infiniment plus forte, la musique creepypasta dès que quelque chose en lien avec Weed a lieu, le côté glaçant du thème de Salvaverse, les magnifiques morceaux des donjons et surtout, les musiques de boss!
Cette BO est un sans faute, tout simplement. Je la recommande même aux gens qui ne sont pas intéressés par le jeu, et je ne vous mentirai pas que le fait que le jeu n'ait pas une seule fois été nominé pour meilleure BO pour l'année 2023 est une farce. Surtout quand à côté Chains of Scénar, que j'aime de tout mon cœur mais dont la BO consiste en moins de 10 morceaux contre les 6 CD complets d'Octobas 2, l'a été. Et oui, la BO de Chains of Scénar est très bien, juste 1000 niveaux en dessous d'Octobas 2 pour moi. Bon, ceci dit, si j'avais pu choisir, c'est pas le jeu que j'aurais remplacé pour Octopath 2 dans les nominations. Non, ça serait sans hésiter revenu à Persona 5 Royal. Vous savez, le jeu qui est sorti il y a des années de cela et qui n'a été éligible que parce qu'il vient d'arriver sur Steam. Foutage de gueule. Pour tout ce que je peux m'étendre des heures sur les points forts d'Octopath Traveler 2, il a quelques défauts aussi. Et maintenant que j'ai assez de recul, je peux être franche à leur sujet sans avoir l'impression que c'est la récence qui parle. Déjà, on va parler des quêtes annexes. Elles sont très bien, hein, mais ce que je leur reprocherais, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de les accomplir. Certains ne verront pas le problème et... Bon, seule comparaison au 1 que je m'autorise à faire, mais pour le coup, ça c'était mieux dans le 1. C'est bien le seul truc. Par exemple, à Neo Delta, un homme nous dit être absolument épuisé et avoir du mal à trouver le sommeil au point de mentionner vouloir acheter une pierre de tonus. On pourrait se dire qu'il faut l'endormir. Ou bien lui trouver une pierre de tonus, justement. Mais non, il faut assommer la dame qui le regarde obsessivement. C'est la seule façon d'accomplir la quête, et ce alors qu'on nous suggère différentes façons de l'accomplir. Et c'est comme ça pour chaque quête. Il n'y a toujours qu'une façon de l'accomplir. Avoir les bonnes infos, avoir les bons objets, amener la bonne personne au bon endroit, assommer ou vaincre la bonne personne. Et c'est tout. Pour comparaison, dans Octopath 1, même s'il y a certaines quêtes qui ne se résolvent que d'une façon, la plupart en ont plus d'une. Par exemple, on retrouve un homme mort dans une rivière, celui qui l'a trouvé souhaite l'enterrer dignement, mais du coup il aimerait au moins avoir un nom à mettre sur son épitaphe. On peut soit aller dans le petit donjon annexe à proximité et voler ou acheter le carnet qu'un forban a trouvé dans la rivière et qui appartient au décédé, soit aller trouver la femme de la victime et l'amener là pour qu'elle l'identifie. Et c'était comme ça pour beaucoup de choses. Donc oui, ça en comparaison, c'est un peu décevant. Ensuite, vu que j'ai mentionné à quel point la BO du jeu était bien, je trouve très dommage que le jeu la coupe pendant le chapitre final. Je comprends que c'est pour l'ambiance, mais n'avoir pas une seule musique pendant ce qui peut être des heures, même en combat, bon, c'est dommage quoi. Surtout si on se rend compte qu'on n'est pas au niveau contre le boss final et qu'il faut qu'on farme un peu. Et en parlant du chapitre final, il est ultra dommage que personne, à part nos héros, ne réagisse au fait que le jour ne semble plus se lever. Maintenant, parlons un peu de scénario, et laissez-moi protester sur certains choix. J'aime beaucoup la plupart des scénarios du jeu, avec une large préférence pour celui de Casti, puis Hikari, Oswald et Ochette Temenos un peu en dessous, et j'ai été très touché par celui d'Agnea, et aime majoritairement celui de Particio. Mais j'ai littéralement des choses à redire sur 3 de ceux-ci, et vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas mentionné du tout l'un d'entre eux. Sans m'attarder sur les détails, je dois l'avouer, je n'aime pas du tout le scénario de Throne. Je le trouve mal écrit, si edgy que ça en devient drôle quand c'est censé être dramatique, je n'arrive à rien prendre au sérieux, bref, pour moi il est vraiment nul, même si on n'en est pas au point où je me sens offensé de le jouer, je suis juste vraiment pas le public. Mais sinon, je vais reprocher au scénario d'Agnea 2 choses. La première,
C'est son chapitre sans combat ni boss à un moment où il serait vraiment cool dans le jeu d'avoir un moyen de pexer qui ne soit pas du farm. Mais bon, c'est secondaire. La seconde, plus grave, c'est à quel point il n'a aucun lien avec l'histoire principale, malheureusement. Enfin, aucun. Son personnage en lien avec les méchants est Tansy, la metteuse en scène d'une troupe qu'elle rencontre dans le fameux chapitre sans combat ni boss, et qu'elle recroise dans son chapitre final. Tansy elle-même n'est pas du tout le personnage central de cette troupe, et son unique rôle dans le chapitre final est de se faire sacrifier pour le retour de Weed. Si le personnage est absolument tragique, puisqu'elle a été manipulée par Alcanet pour chercher les flammes sacrées dans le monde entier, puis se fait tuer sans état d'âme, ça reste vraiment distant de toute l'intrigue d'Agnea. Ensuite, je vais reprocher au scénario de Particio sa fin. Le méchant de Particio est pour moi potentiellement le plus haïssable du jeu, parce qu'il est réel. C'est un riche capitaliste qui ne sait plus ce que c'est que d'être humain. Il est juste occupé à parasiter le reste de la société, en affamant les autres et en les traitant comme des insectes ou du bétail. Il n'a plus d'empathie, plus la moindre bonté, il veut juste exploiter les autres pour se faire plus de thunes. Alors après la misère qu'il a provoquée, l'idée qu'il se fasse pardonner et soit accepté par Particio qui va même jusqu'à lui demander ses services... Juste non. Non, le karma devrait l'avoir frappé plus fort que ça, et sa place est en prison. Allez vous faire foutre. Pour conclure, parlons du scénario d'Ikari, que pourtant j'ai mentionné avoir adoré. Le scénario d'Ikari a vraiment un seul défaut qui est malheureusement très important dans son chapitre final. Son thème est le pouvoir de l'amitié. Et putain, mais j'adore le pouvoir de l'amitié. J'ai grandi en bouffant des shonen, c'est pas pour rien, c'est un de mes thèmes favoris. Sauf que le souci, c'est que les amis d'Ikari sont de la merde. Il n'y en a pas un qui le trahit pas à un moment, et d'ailleurs 2 sur 3 finissent le jeu mort. Du coup, ça rend cette thématique ironique et assez ridicule. Et je dirais que ça pourrait passer si c'était mis en relief au moins. Mais pas du tout. Lorsque Kazan, le seul de ses amis fidèles, est révélé comme l'ayant utilisé et manipulé depuis le début, Hikari n'a même d'occasion de le confronter que si vous l'avez choisi comme premier personnage au tout début du jeu. Et ça reste très court. Vu toutes les merdes qu'il se tape, tous les traumatismes, toutes les trahisons et juste toute l'horreur qu'il subit au cours de son scénario, qui est un des plus sombres du jeu, il est complètement dingue qu'Hikari ne s'effondre jamais. Il devrait y avoir des conséquences à tout ça. Laissez-le crier ou pleurer ou au moins se lamenter que la confiance qu'il donne aux autres n'a presque jamais été prouvée comme étant méritée. À ce niveau, le fait qu'il soit toujours aussi prêt à faire confiance aux autres et à croire en eux qu'au début de l'histoire n'est pas juste un miracle, c'est maladif. Je suis absolument sérieuse. Mais d'un autre côté, comme on en reparlera dans ce que je changerai au jeu, il y a pas mal d'indices comme quoi à l'origine, les créateurs avaient prévu de faire bien plus avec Hikari, donc je laisse le bénéfice du doute comme quoi une réaction était prévue à la base, au lieu de cette acceptation sereine qui n'a aucun sens, et de cette histoire qui pisse sur ses propres messages. Mon dernier vrai reproche, je pense, serait l'histoire croisée d'Hikari et Agnea. Elle n'apporte rien au jeu, et devrait être une quête annexe. Son seul lien avec l'histoire, c'est de nous faire découvrir la grotte tranquille, où on devra se rendre dans le chapitre final, et elle n'approfondit aucun de ses personnages centraux. Surtout Agnea, genre la pauvre. Elle pourrait tout aussi bien ne pas être là, ça ne changerait rien. Pour moi, cette histoire devrait être une quête annexe, pas un scénario. Et sinon, je pense que je trouve dommage que Trop Hop ne soit utilisé que pour un unique chapitre, sans donjon ni boss. Bien sûr, toutes les villes de niveau final ou presque n'ont qu'une seule utilité, mais Trop Hop est une ville de milieu de jeu où on ne va qu'une seule fois et où il n'y a ni donjon ni combat. Ça rend ce lieu pourtant très unique, profondément sous-utilisé. Je crois qu'on a fait le tour, passons donc à ce que je changerai. Ok bon, on va faire un effort et ne pas dire « Bah, je changerai ce que j'aime pas, cette fois, d'accord ?» Enfin, pas tout et surtout pas que. Oui, je donnerai à certaines quêtes plus d'une méthode d'exécution. Oui, je laisserai de la musique sur le monde pendant le chapitre final, même si ça doit être la musique creepypasta tout le long. Et je m'arrangerai pour avoir au moins quelques PNJ qui remarquent qu'il se passe un truc chelou. Au niveau des scénarios, en revanche, je vais prendre sur moi et juste voir pour faire des changements à celui d'Hikari. Et par ça, je veux dire que le scénario d'Hikari est celui qui très clairement a été le plus laissé sur la planche à découper. Quand on regarde l'artbook, le scénario général et même les thèmes du jeu, c'est débattable, mais je dirais qu'Hikari est le personnage qui a le plus de raisons d'être vu comme le protagoniste du jeu. Il est suivi de très près par Temenos, puis par Rochette, mais quand on voit que celui-ci descend d'Aelfric d'un côté et de Durkes, le serviteur de Weed, de l'autre, il est l'incarnation même du combat principal du jeu. Un fait qui n'est jamais utilisé une seule fois. Hikari a un lien de parenté avec Alpatès et avec la fille et la femme d'Oswald, et ce n'est jamais utilisé du jeu. D'un point de vue général, les Lumina,
la descendance d'Aelfric, sont un des points de lore les plus intrigants et importants du jeu, et pourtant ils sont à peine explorés. On ajoute à ça ce que je disais tout à l'heure, avec son message qui n'a pas le moindre sens avec les événements qui se produisent, et le côté stoïque honnêtement absurde du personnage après tout ce qui lui arrive, et il semble assez clair qu'il devait y avoir plus avec ce personnage. Du coup, ce que je pense que je ferai, c'est que je remplacerai l'histoire croisée d'Agnea et Ikaly par une qui se concentre davantage là-dessus. Le rôle d'Agnea, lui, pourrait être assez similaire à celui d'Oshett dans son scénario croisé avec Casti, à savoir être la raison pour laquelle il ne s'écroule pas malgré tout ce qui lui arrive. Je veux dire, merde! En tant que descendant d'Aelfric, c'est le pire ennemi de Weed, mais c'est aussi le descendant de son plus fidèle serviteur. Il y a vraiment un truc à faire là! Mais la seule fois que Weed interagit directement avec un de nos personnages, c'est avec Casti et Oshett, dans une scène franchement cool d'ailleurs. Donc ouais, remplacer le scénario croisé d'Agnea et Ikaly par un truc qui se concentre sur les Lumina et qui valide son message de pouvoir de l'amitié, en plus de lui donner l'occasion d'enfin montrer un peu de faiblesse, je pense que c'était faisable et c'est le seul changement que je demande en termes de scénario. En dehors de ça, certains s'étonneront peut-être que je n'ai pas encore mentionné les réserves d'énergie dans ce que je n'aime pas ou changerai, mais c'est parce que j'ai changé d'avis. Je disais que je n'aimais pas celle d'Ikaly car elle ne servait plus à rien à la fin, mais depuis j'ai réappris à apprécier Hirondelle Glorieuse. Par contre, je changerai peut-être le mode de fonctionnement du maître d'armes. Ne pouvoir utiliser ces techniques qu'une fois qu'on a obtenu les armes souveraines, très bien, très cool, ça me va. Être forcé de les équiper pour les utiliser par contre, très chiant. Surtout en fin de jeu quand on a de meilleures armes. Ensuite, un bestiaire. Un putain de bestiaire qui nous décrive tous les monstres, leur nombre de PV, leurs techniques, leurs faiblesses découvertes, ce qu'ils dropent, ce qu'on peut voler, etc. C'est ma cam, c'est merveilleux et ça manque désespérément je trouve, il nous faut un bestiaire. Pour conclure, j'aimerais changer la façon dont s'expriment les bestias quand ils parlent à Oshett. Oui, c'est un peu compliqué, je comprends qu'il ne l'ait pas fait pour ça, mais je suis pas fan de la façon dont ils font parler les bestias. Ça a du sens quand ils parlent aux humains, ce n'est pas leur langue natale et tout, mais ça n'a aucun sens quand ils parlent à Oshett. Et du coup c'est frustrant, et ça donne un air bête à ces créatures qui sont pourtant loin de l'être. Et sinon, j'aimerais pouvoir reconsulter les cinématiques quand je veux, et je voudrais encore plus d'interaction entre les personnages. Genre, filez-moi des histoires croisées pour chaque putain de duo possible. Mais bon, ça c'est juste moi qui suis une maniaque. Octopath Traveler 2 vaut vraiment le coup d'œil. Très beau et dans un style qui en plus vieillira plutôt bien, avec une BO parfaitement exceptionnelle, un gameplay super agréable, un monde très intéressant, des personnages ultra attachants et des scénarios majoritairement vraiment cool. Est-ce que le jeu est parfait? Non, mais tout le long de ma partie je n'aime pas, j'ai eu l'impression de chipoter, et pendant ma partie sur les choses que je changerais, on constate que c'est plus du peaufinage, très adapté à mes goûts propres que quoi que ce soit d'autre. Le jeu est déjà très complet et très bien comme il l'est. Plus j'y joue, plus je me conforte dans l'idée que c'est mon GOTY 2023. Ce jeu est une véritable merveille et j'aimerais bien, à l'avenir, faire des vidéos pour parler des thèmes de chaque scénario et de comment il se relie au scénario principal. Ce n'est pas si souvent que je trouve un jeu qui me donne envie de faire plein de vidéos sur lui. En bref, merci Octopath Traveler 2, puis cette relation entre nous durer encore longtemps. Et merci à vous d'avoir suivi ces Ça m'a marqué plus ou moins réguliers. Je ne sais pas quand sortira le suivant maintenant que ma série est faite, mais il viendra. On est loin d'en avoir fini avec les sujets que je peux aborder sur ce principe. Sur ce, n'oubliez pas de faire plaisir à l'algorithme de YouTube et j'espère vous retrouver bientôt. Des bisous à tous.